J'étais un peu le bouc émissaire de Paris à cette période-là. Quand je faisais un bon match, bon, c'était normal. Le jour que je me loupais, oula, il n'a pas le niveau, il est machin. Heureusement que j'ai mes coéquipiers qui m'ont soutenu à cette période-là. C'était vraiment pas évident. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Et pour ce nouvel épisode de La Voix des Gardiens, c'est un gardien phare des années 2010 de la Ligue 1 qui est mon invité. Ces années au PSG ont été le point culminant de sa carrière, années marquées par la Coupe d'Europe, par des bonnes performances, mais aussi quelques erreurs, et nous verrons comment il les a vécues. Mais avant ça et après ça, c'est avant tout un parcours de vie que nous allons retracer. Bonjour Apoulay Del. Bonjour. Alors je le disais, tu étais gardien du PSG entre 2007 et 2011. Avant, tu avais été en Arménie et en Roumanie. Après, tu as joué en Israël et en Inde. Aujourd'hui, c'est à Mantes-la-Jolie, en région parisienne, que tu nous reçois. Là, tu t'occupes des jeunes gardiens. On va revenir sur ta carrière, mais avant ça, qu'est-ce qu'un bon gardien aujourd'hui, en 2024 ? En 2024, qu'est-ce qu'un bon gardien ? Pour moi, un bon gardien, c'est celui qui rassure, qui est décisif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du gardien moderne qui joue du pied. Mais pour moi, ce n'est pas la première qualité d'un gardien. C'est celui-là qui est présent quand il faut. Donc voilà un peu pour moi ce qui est un bon gardien. Il y a une évolution par rapport à quand toi tu jouais, quand toi tu as été formé sur ce qu'on demandait à un gardien, et est-ce que toi aujourd'hui tu demandes aux jeunes gardiens ? En fait, comment vous expliquer ? C'est une mode. La majorité des coachs demandent de ressortir le ballon de la défense, dont forcément pas le gardien. Donc on demande au gardien d'avoir un bon jeu au pied. À mon époque, ce n'était pas forcément ça, mais il fallait quand même avoir un bon jeu au pied. Et toi, comment tu es devenu gardien de but ? Comment ça s'est fait ? Ça, c'est par hasard. En fait, dans ma ville natale au Cameroun, dont je suis natif de Yaoundé, on a souvent des petits tournois de vacances. Et ce jour-là, il n'y a pas de gardien de but. Donc, c'est comme ça qu'on dit, bon, Edel, c'est toi qui vas dans les buts aujourd'hui. Et c'est comme ça que c'est parti. Et qu'est-ce qui t'a plu quand tu y es allé ? C'est parce que tu as fait tout le tournoi dans les buts ou Ouais, en fait, c'est quand tu arrêtes un ballon et tout le monde dit wow, c'est magnifique. Donc, tu kiffes et après, bon, je suis resté dedans. Hein. Et comment ça se passe ? Parce que tu es resté au Cameroun jusqu'à 16 ans. Comment ça se passe les entraînements ? Est-ce qu'il y a déjà des entraînements pour les gardiens ? Bonne question. À mon époque, ça n'existait pas trop. Tu n'avais pas de coach des gardiens, en fait. Mais de nos jours, les choses ont changé. Donc le foot, ça se passait comment ? C'était quoi ? Tu t'entraînais, il y avait des matchs, comment c'était ? On s'entraînait 3 ou 4 fois par semaine et le week-end un match. Et pendant ces séances d'entraînement, t'as pas un coach des gardiens, quoi. T'as pas eu de spécifique en fait ? Non. Ça, j'ai pas connu au Cameroun de spécifique gardien de but. Et tu les as connus quand ? Enfin, les premiers spécifiques ? Il a fallu que j'aille en Arménie pour découvrir mon premier spécifique gardien de but. T'es au Cameroun, tu joues jusqu'à tes 16 ans et après, on te recrute, c'est ça ? Comment ça se passe ? Comment vous dire ? En fait, c'est pas moi qui devais partir. En fait, il y a un manager qui arrive au Cameroun et cherche un défenseur et un gardien de but. Et par hasard, il y a mon nom qu'on coche, mais c'est pas moi dès le départ. C'est un autre gardien qu'on cherchait. Et bon, moi, à mon propos, j'ai dit pourquoi pas. C'est comme ça que j'ai pris mes bagages, je vais en Arménie sans savoir d'où c'est, où ça se trouve. Et j'arrive en Arménie. Donc tu pars seul en Arménie avec le défenseur ? Avec le défenseur. Ouais. D'accord. Et donc après en Arménie, tu découvres, tu t'installes, comment ça se passe ? On est accueilli par le président de la fédération, mais c'est un peu bizarre dans le sens où nous on pensait que l'Arménie était un peu comme la France. À cette époque-là, je parle. Donc on découvre le pays, les installations, c'est pas mal. Mais par rapport à ce que tu avais connu au Cameroun, oui, c'est mieux. C'est largement mieux, mais c'est pas ce que nous on a vu à la télé entre guillemets. Donc, mais comme nous sommes d'hier là, on va s'adapter.
D'accord. Et donc, comment ça se passe là? C'est là que tu découvres les spécifiques. Là, c'est un peu plus structuré. Oui, effectivement. Je commence à connaître ce qu'on appelle spécifique gardien de but. Tu as une séance qui dure 2 heures et tu as ton coach des gardiens qui te prend pendant 1h30. Donc, c'est à partir de là que je prends vraiment conscience de ce poste-là. Tout de suite, qu'est-ce que tu comprends quand la première chose qu'on t'apprend ou que tu comprends que ça va être important pour performer dans ces séances spécifiques-là, c'est quoi? C'est la concentration. Une prise de balle, si tu n'es pas concentré, le ballon peut passer. Au fur et à mesure du temps que j'ai compris que ce poste-là, c'est pas... Si tu ne l'aimes pas déjà, c'est compliqué. Il faut vraiment aimer ce poste-là. Parce qu'il est exigeant? Très. Et donc en Arménie, comment ça se passe? Humainement, c'est un peu, comment dire, c'est un peu difficile parce que je crois à cette époque-là, nous ne sommes pas nombreux des Africains qui arrivons dans ces pays-là. Donc, je crois on était 4. Et je faisais partie des premiers gardiens noirs qui arrivaient dans ce pays-là. Donc, c'était difficile dans le sens où on ne parlait pas la langue. Il a fallu commencer à parler un peu anglais, entre guillemets. Donc, j'ai appris à parler anglais dans le tas. Donc, c'était pas facile au début. Et le championnat arménien, tu as tout de suite joué, c'est ça ou... Non, j'ai pas tout de suite joué. En fait, quand on arrive en Arménie, en fait, c'était pour jouer à l'équipe nationale. Mais ça, nous, on ne savait pas. D'accord. On ne savait pas. Donc, on est avec l'équipe 2 de Punic et on commence à jouer tout de suite. On arrive une semaine après, on commence à jouer. Ça n'a pas été facile au début, mais après, au fur et à mesure du temps, on s'est adapté et les choses sont très bien passées après. Parce que quand tu arrives en Arménie, tu ne savais pas qu'eux souhaitaient que tu deviennes arménien, donc que tu allais avoir un passeport arménien et que tu allais jouer. En fait, tout était déjà pourvu en avance. On voulait 2 ou 3 étrangers pour intégrer l'équipe nationale. Ça, nous, on ne savait pas. On nous a dit après. Et donc, c'est quand ils t'ont donné le passeport arménien que tu as compris ou ça s'est passé, je crois, 6 mois après, si je ne me trompe pas. Il fallait aller jouer un tournoi en Russie où on te sort un passeport. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce passeport? On dit, bon, tu es arménien, c'est pour ça que tu es venu là. Bon, tu es là, tu ne peux plus rentrer au bled, tu fais comment? C'est comme ça que j'ai commencé à jouer à l'équipe nationale arménienne. J'étais très jeune en plus, donc... Ça, c'est la partie où tu comprends que tu vas jouer avec l'Arménie, mais en parallèle ou quelques temps après, tu fais des tests en France, c'est ça? J'intègre l'équipe première peut-être 7 mois après. Et au fur et à mesure de mes performances, avec l'équipe nationale des jeunes, où on se qualifie pour la Coupe d'Europe, je crois. Donc forcément, tu as des managers dont je fais un test à Marseille, Bordeaux, finalement, et Paris. J'ai oublié, Paris Saint-Germain aussi. Finalement, c'est à Bordeaux que je signe. Ok. Je crois que j'ai signé un contrat de 2 ans. Aspirant, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement. Mais 2 mois après, je casse mon contrat, je rentre en Arménie. Donc, tu as joué pendant 2 mois à Bordeaux? Oui. Et pourquoi tu casses ton contrat à Bordeaux? En fait, quand je signe le contrat, moi je suis jeune. Donc, Bordeaux demande à ce que je vienne signer un contrat. Je me déplace, j'arrive à Bordeaux, je signe un contrat. Mais mon club en Arménie, là-bas, entre guillemets, on est professionnel. Donc, ils n'acceptent pas que je signe un contrat stagiaire. D'accord. Donc, si tu signes à Bordeaux, vu que tu étais déjà pro en Arménie, c'était de signer un contrat pro à Bordeaux. Effectivement, donc c'est là où il y a un petit problème. Donc, on casse le contrat et je rentre en Arménie. Donc là, tu rejoues en Arménie? Oui, je fais 6 mois en Arménie et après, je crois que je suis encore sollicité un peu partout. Mais avant de signer à Bordeaux, comme je vous ai dit, j'ai fait les tests au Paris Saint-Germain. Ouais. Et Christian Mas, l'entraîneur des gardiens à l'époque, il voulait que je signe, mais ce n'était pas possible à cette époque-là. Donc, je rentre en Arménie. Après, l'épisode de Bordeaux arrive et machin, après je rentre. Donc là, il me reste 6 mois de contrat. Et je commence à me fatiguer, à perdre patience. Parce que je sens que si je reste en Arménie, ça va être compliqué pour moi. Donc, on a un coach roumain qui nous pistonne, qui nous trouve un club en Roumanie, le Rapid Bucarest. Et on fait une bêtise. On quitte le club 6 mois avant la fin de notre contrat. On va signer dans un autre club. Pas sans les prévenir, mais... Justement, sans prévenir. On arrive en Roumanie, on signe et je suis suspendu en fait. Je suis suspendu 6 mois. Et pendant 6 mois, je ne joue pas. Ouais, parce que au niveau de la FIFA, tu n'avais pas fait... Tu n'étais pas dans les règles, quoi. Effectivement. Donc après ça, j'ai un manager, je vais dire son nom, Christophe Enroté, qui va à la FIFA essayer de me défendre mon cas et finalement, je peux recommencer à jouer, je rentre en Roumanie. Ok.
Et en Roumanie, on joue la Coupe d'Europe, comme Dieu sait faire sa chance. On tombe contre le Paris Saint-Germain. Et le match est fini. Christian Massimo, c'est pas moi qui joue. Hein. Ouais, voilà, c'est un match que tu joues pas, toi. Il me voit, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je lui dis, non, je suis au Rapid Bucarest. Il me dit, non, il faut que tu quittes. Je vais tout faire pour t'enlever. C'est comme ça que 6 mois après, je quitte de Roumanie pour Paris. Donc ça, ouais, le match, c'est en octobre 2006 et toi, tu signes au PSG à la saison d'après en 2007. Comment toi tu le vis ça parce que bon, t'es en Roumanie, t'as une saison, Paris, tu connaissais Paris Oui, d'avant, au c'est Cameroun, une ville qui est connue. On connaît tous Paris. Voilà. Au Cameroun, toi, comment tu le digères, comment tu le vis? Est-ce que tu arrives à rester concentré sur la fin de saison avec ton club? Comment ça se passe? Justement, je ne suis pas au courant que Christian Mas, en repartant, a demandé au club de m'acheter. Si d'accord. Toi, il t'a juste dit qu'est-ce que tu fais là, oui, et il t'en a non, pas dit il m'a plus. dit qu'est-ce que tu fais là? Je vais essayer de t'enlever d'ici. Mais bon, après on se perd de vue et 6 mois après, il essaie de me joindre. Il n'a pas mon numéro de téléphone. Il prend contact avec je ne sais pas qui prend contact avec mon manager. Mon manager m'appelle et j'ai Christian Massimo me dit mais on te veut de suite là. Il faut que tu. C'est comme ça que 2-3 jours après, on est en stage. J'ai quitté du stage pour aller signer. Et c'était inespéré pour toi, enfin, quand on te dit le PSG te veut, comment tu le digères? Comment expliquer? À cette époque-là, j'étais parmi les meilleurs gardiens européens. Donc il y avait pas mal de clubs qui étaient sur moi quand même. C'est pas que je suis surpris, je me dis bon, c'est une suite logique. Si c'est le Paris Saint-Germain, allez. Et quand tu découvres Paris, qu'est-ce qui te choque, la première image que tu as quand tu découvres Paris? Bon, comme tout le monde, c'est la Tour Eiffel. Hein. Tu arrives, tu dis, bon, je suis à Paris, bon, je vais voir la Tour Eiffel. Je suis, comme on disait, les étoiles dans les yeux. Non, mais après, bon, quand même, j'ai vu quelques images à la télé au Cameroun. J'avais déjà un peu une image de Paris. Et tu avais quelle image de la Ligue 1 au Cameroun, depuis le Cameroun? La Ligue 1, bon. J'avais pas trop, parce que je regardais pas trop la Ligue 1, je regardais plus le championnat anglais et le championnat allemand que la Ligue 1. Donc je connaissais presque rien du championnat français. Et quand tu la découvres du coup, quand tu t'entraînes, quand tu fais les premiers déplacements et tout C'est autre chose. Là, tu es vraiment professionnel, c'est autre chose. Donc, les entraînements, là, tu sens que tu es passé à un autre niveau. Et par rapport donc au PSG, quand tu arrives au PSG, comment ça se passe les premiers moments, les premiers entraînements techniquement? Est-ce que tu es tout de suite dans le bain? Est-ce que tu as un temps d'adaptation? Comme je vous ai dit dès le départ, moi je m'adapte très rapidement. En fait, j'arrive, je découvre qu'il y a Landreau et Jérôme Alonso. Donc, premier c'est en entraînement. J'essaie de capter ce que moi j'ai pas. Donc, petit à petit, j'apprends et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à progresser. Et dans leur formation à eux et ta formation à toi, alors au Cameroun et après en Arménie, qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qu'eux, ils ont de plus que toi et qu'est-ce que toi, tu as de plus qu'eux? Eux, ils ont eu la chance, entre guillemets, d'être formés très jeunes. Ce que nous, on n'avait pas en Afrique à l'époque, qui maintenant, quand tu essaies de voir sur les 5-10 meilleurs gardiens du monde, tu as au moins 2-3 Africains parce qu'à la base, il y a la formation. Moi, je n'ai pas connu ça. Donc quand tu arrives, on te dit prise de balle, les mains doivent être comme ça, tu dis, ah d'accord, ok. Tu faisais des prises de balle, mais sans toutefois prendre conscience qu'il fallait peut-être faire les triangles. Ouais. C'est au fur et à mesure que tu t'entraînes avec des vrais professionnels que tu vas apprendre très vite. Et comment ça se passe, les séances d'entraînement au PSG au moment-là, avec Jérôme et moi, Michael Landreau? entre guillemets, je rentre en arrière un peu parce que on fait une séance spécifique, mais moi, je reste plus de temps. Parce que forcément, je n'ai pas toutes les bases. Donc, il a fallu rester 6-7 mois avec Christian Mas pour vraiment apprendre toutes ces bases-là. Et avec le groupe, qu'est-ce qui te marque le plus quand tu es avec le groupe sur le jeu, sur cette période-là du PSG? Quand tu arrives, c'est pas pareil. Tu te retrouves dans un monde où tu as des mecs qui font vraiment leur boulot. Le football, c'est vraiment leur boulot. Nous, on le faisait un peu pour s'amuser. Mais là, c'est vraiment son travail. Il sort le matin de la maison, il s'entraîne, il rentre chez lui, il dort, il fait la sieste. En fait, la vie professionnelle, j'ai commencé à l'apprendre. Il fallait être concentré, et l'hygiène de vie, voilà un peu tout ça.
Et donc sur cette première saison, donc avec Michael Landreau, Jérôme Alonso, tu joues pas, tu es à leur contact, tu joues un peu avec la réserve, comment Non, je joue avec la réserve quand j'arrive. Je suis avec la génération de Sako. Hein, si on avait une bonne génération à cette époque-là. Je m'entraîne avec les pros et je joue le dimanche avec la CFA à l'époque. Donc, ça se passe très bien. Et après, donc du coup, il y a cette saison 2009 où Grégory Coupé se blesse contre Auxerre. Et donc là, tu deviens numéro 1. Comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que tu as une discussion avec l'entraîneur? Avant l'arrivée de Coupé, déjà, j'avais joué quelques matchs. Que ce soit en Coupe de France ou en Coupe de l'UEFA à l'époque. Bon. Donc, je poussais déjà à prendre la place du numéro 1. Mais c'est avéré que le coach pour les parties, Antoine arrive. Et donc Mika, Paul Le Guen et Antoine Comboiré. Et Mika, qui était titulaire, il part. Donc j'étais deuxième déjà. Donc, et Coupé, il arrive. Bon, c'est vrai qu'il a pris un coup de marteau sur la tête. Mais bon, comme je suis un travailleur et je ne lâche jamais, donc j'ai continué à travailler. J'ai dit, bon, je vais attendre mon tour. Et quand tu parles de coup de marteau sur la tête, Parce que je me suis dit, bon, si Mika il part, je suis là, ça fait 2 saisons quand même, j'ai fait quelques matchs, donc je pense que on peut déjà me donner ma chance. Mais bon, ce n'était pas le cas. Donc. Et après, du coup, quand Grégory Coupé se blesse, là, tu sais que tu vas jouer sur une période, parce que c'était une blessure assez grave qu'il avait, tu sais que tu vas jouer sur une longue période jusqu'à la fin de la saison. Comment tu le vis, là, du coup? Comment ça se passe? Bon, normalement, hein, j'ai bien encaissé le fait que c'est moi qui prenais la place suite à la blessure de Coupé. Mais comme dans le foot, tu peux faire un jeune gardien qui commence, il peut faire 3, 4, 5 bons matchs. Après, il a un coup de mou. Bon, ça, à cette époque-là, je ne savais pas encore gérer. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, comment tu l'as géré? C'est... Comment dire? Heureusement que j'ai mes coéquipiers qui m'ont soutenu à cette période-là. C'était vraiment pas évident. Parce que quand tu arrives dans un club comme Paris, avec le contexte, les supporters et tout ce qui est autour, c'était pas facile. Qu'est-ce qui est le plus pesant, qu'est-ce qui est le plus lourd sur ce contexte-là? Le plus lourd, c'est le match d'après, toujours. Quand tu fais une erreur, c'est le match d'après. Ton premier ballon, comment tu vas... Bon, si je donnais un conseil aux jeunes gardiens d'aujourd'hui, c'est de faire un vide dans sa tête. En fait, c'est un peu comme quand tu fais un bon match. Il ne faut pas croire que tu es déjà arrivé. Il faut que tu restes humble et travailler. Il n'y a pas de magie dans le football, c'est le travail. Si on reprend des moments clés, tu parlais de matchs difficiles, il y a ce match à Lyon où tu dégages le ballon sur Gomis. Tu arrives à les expliquer avec le recul, ces moments-là, ou pas? C'est une erreur technique. Expliquer avec du recul, c'est quoi? C'est une situation où tu veux relancer très vite le ballon et ce jour-là, tu prends mal le ballon du coup de pied. D'habitude, je le dégageais, ça partait sans problème. Et ce jour-là, je me loupe. C'est une erreur technique. Après, c'est pas forcément sur le coup l'erreur technique. C'est ce qui est autour après, qui était un peu plus difficile à encaisser. Parce qu'à cette période-là, avec du recul, hein, je me suis senti, comment dire, j'étais un peu le bouc émissaire de Paris à cette période-là. Quand je faisais un bon match, c'était normal. Le jour que je me loupais, il n'a pas le niveau, il est machin. Oui, parce que ce n'était pas le PSG non plus qui avait les résultats d'aujourd'hui. C'était un PSG qui était... Et même si le PSG, c'est un peu la même situation que vit Donnarumma il y a quelques temps. Là, il fait des bons matchs, ok. Mais ce poste-là, tu vas trouver... je ne sais pas quel gardien ne fait pas des erreurs. Tu peux me citer combien de gardiens? Même Hugo Lloris a fait une erreur en finale Coupe du Monde, même si on gagne. Contre la Croatie, oui. C'est pour ça que ce poste-là est vraiment très compliqué et très à part. Et donc tu disais, c'est les à côté, mais j'ai souvenir de cette période du PSG où les supporters, c'était pas forcément trop difficile pour toi. Enfin, au parc, t'étais pas trop sifflé et tout. C'était plus l'environnement autour, les observateurs ou même les clubs adverses, non? Non, j'avais pas de problème avec les supporters. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Les supporters m'ont soutenu, même si à un moment c'était difficile. C'est les journalistes. Certains journalistes qui voulaient pas que je sois là, tout simplement. Donc la moindre petite erreur que je pouvais faire ou un match où
ça ne se passe pas bien pour l'équipe, on cherchait quelqu'un, c'était forcément moi cette période-là. Tu l'as plus ressenti contre Monaco, là où il y a le centre au premier poteau et où c'était peut-être plus marquant sur... Non, pas ce match. Je l'ai plus ressenti quand c'était un match à Brest, où Coupet se blesse, et j'entre et je cause un penalty, mais je sors le penalty et on le marque après parce que je repousse dans l'axe au lieu de repousser sur le côté. Après, ça a été un décharnement. Je dis que c'est du foot. Si seulement à cause du foot, on arrive à... Parce que, entre guillemets, hein, ils ont détruit ma carrière en France, ces journalistes. Si tu vas voir mes statistiques, moi, je ne regardais pas ça. À cette époque-là, je ne regardais pas. Mais j'ai fait quoi? 70 matchs avec le PSG? Ouais, on va dire entre 70 matchs. Combien de fautes si tu vas compter Monaco, Marseille, match amical, je crois. Mon défenseur me fait une passe, j'ai fait un mauvais contrôle, il y a but. Ouais. Et quoi, j'ai fait 4 ou 5, un truc comme ça. Mais c'est comme si moi, j'étais le dernier des gardiens de but. Non, j'ai fait 70 matchs quand même, je ne sais pas, 70 ou plus. Et ça, c'est dur, là, ouais, humainement. Oui, c'est très dur, parce que j'estimais ne pas mériter ça. C'était très dur. Et après, quand tu disais quand tu as des bons matchs après, là par contre on n'en parle pas, mais tu as des discussions avec ton entraîneur, l'entraîneur des gardiens, pour essayer de niveler quand ça va pas, que lui il nivelle un peu, et quand ça va très bien, de montrer que ça va bien. Comment ça se passe? Effectivement, à cette époque-là, on commençait les vidéos. Déon, c'est lui qui a commencé à mettre en place des vidéos. Donc après chaque match, j'avais un CD à l'époque, où on s'asseyait, il me disait, bon, là c'est bon, là c'est pas bon. Et là, tu commençais à comprendre un peu, c'est pas seulement le fait de s'entraîner tous les jours. Il faut voir comment ça se passe, ce que tu peux corriger, ce que tu peux améliorer. Non, avec lui, ça s'est passé très bien. Bon, je pense que ça m'a permis aujourd'hui, avec les jeunes, parfois je filme pour montrer effectivement, quand je te dis fais ça, c'est parce que si tu fais pas ça, ça va arriver. La Coupe de France 2010, tu la remportes avec le PSG, c'est ton meilleur souvenir? On va dire oui, hein. Oui, parce que j'arrive en 2007, on a failli descendre. Ouais, Mara Diani marque il fait un doublé à Sochaux, c'est l'année où j'arrive au PSG. Donc j'ai connu les entraînements où les supporters arrivaient au vestiaire, ils cassaient tout, j'ai connu tout ça moi, hein. Justement, c'était la suite, cette période-là du PSG à tes débuts, au niveau du contexte, au-delà de ton arrivée, c'est un contexte qui est encore un peu plus lourd. Au niveau du club, comment ça se passait? Enfin, quand vous voyez les supporters, qu'est-ce que vous dites entre vous? Bon, entre nous, non. Bon, comme il y avait des aînés à cette époque-là, donc les jeunes, en fait, les aînés nous protégeaient. Donc quand il y avait un truc, on disait non, les jeunes, mettez-vous de côté, ça ne vous concerne pas, c'est nous, on va causer avec les supporters et les coachs aussi. On ne mettait jamais aucun jeune, à part Sako de temps en temps qui allait parler, mais les jeunes, on était toujours en retrait. Ouais, donc tu suivais ça un peu de loin. Toi, tu t'adaptais au PSG, tu t'adaptais à la vie en France, à Paris, et toi, tu suivais un peu ce contexte-là Comme si je n'étais pas là, mais alors que je faisais ça tous les jours. Si. La semaine avant Sochaux, elle était particulière quand tu étais à l'entraînement? Oui, très, très, très particulière. Parce qu'on savait que si on ne gagne pas, on descend. Et moi qui viens d'arriver, j'ai dit bon, j'arrive dans un club et on descend en deuxième division. J'espère que ce n'est pas moi qui ramène la place au club quand même. Un club comme Paris en plus. Par rapport à ce PSG-là, quand tu jouais, au niveau des ambitions, parce que ce n'était pas le meilleur des PSG, ce n'est pas le PSG d'aujourd'hui. Pour moi, c'était le meilleur. Pour moi. Après, même si on n'a pas gagné, pour moi, j'ai passé mes meilleurs moments, même si, en déplaise à beaucoup de personnes, pour moi, c'était les meilleurs moments de ma carrière. Ça. Et au niveau de la Ligue 1, est-ce qu'il y a des attaquants qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a comment? Bon, il y a Giroud. Je pense que c'est un attaquant qu'on sous-estime beaucoup. Ce mec-là, que ça soit mentalement, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Vu tout son parcours, hein, je parle. Il n'a jamais été mis en avant, il s'est toujours battu pour montrer de quoi il est capable, mais on a toujours mis les bâtons dans les roues. Pour moi, Giroud, si je mettrais quelqu'un, je mettrais Giroud. Et quand tu joues contre lui, du coup, qu'est-ce qui était impressionnant chez lui? Oula. Quelle prestance. Il est présent, hein. C'est le style de l'attaque. Bon, en Angleterre, c'est pour ça que ça a marché avec lui, le championnat a marché avec lui.
C'est ce genre d'attaquant-là que moi j'aime souvent voir. Il est costaud, c'est quelqu'un qu'on ne bouscule pas facilement. Et quel jeu au pied. Dans ce podcast, il y a une question mystère. C'est la question d'un coéquipier. Donc il y a un coéquipier qui t'a posé une question. Je vais te la faire écouter et après je te laisserai y répondre. Salut Edel, Greg Coupé. Écoute, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne émission. Écoute, je voudrais savoir d'où te venait cette détente incroyable à l'époque et cette souplesse aussi. Je crois que je t'appelais le chat d'ailleurs. Et j'avoue que j'étais assez impressionné. Je t'embrasse. Du coup, cette souplesse et cette détente, elle vient d'où? Bon, avant d'arriver là, je vais revenir à ce monsieur-là. C'est un grand monsieur. Sur Instagram, quand tu vois mon nom, c'est le chat gâteau. Les gens m'ont posé la question, pourquoi tu t'appelles le chat gâteau? En fait, c'est lui qui m'a donné ce prénom-là. En fait, comment vous expliquer? On a une génétique différente des autres, je ne sais pas. Je peux pas ça ne s'explique pas. La majorité des gardiens africains ont cette souplesse-là. On est né avec, donc on le travaille plus, on le travaille encore un peu plus, mais on est né avec. C'est pas un truc que je vais te dire, j'ai fait ça pour... Non, je suis né avec. Tu le disais, Grégory Coupé, grand monsieur, tu viens de le dire. Oui, grand monsieur. C'est lui qui m'a apparu à un moment donné. En fait, tu travailles, mais tu ne sais pas pourquoi tu travailles. Tu travailles, tu te dis, bon, je me lève le matin, je vais bosser, je rentre à la maison, je dors après. Non, il est venu, il m'a dit, mon gâteau, sois habité par ce que tu fais. Je n'ai pas compris tout de suite quand il me disait, sois habité. Si j'ai un message à passer aux jeunes, le football, c'est quoi? C'est 15-20 ans. Tout ce qui est autour, mettez de côté. Ça te fait quoi de voir le PSG dans cette nouvelle ère aujourd'hui? Je suis très content. Hein. Je suis très content. J'aurais bien voulu être là, mais je suis très content. C'est dommage qu'ils n'arrivent pas encore à gagner une Ligue des Champions, parce que je pense que les dirigeants qui sont là actuellement ont mis beaucoup de moyens. Tout ce que je peux les souhaiter, c'est qu'un jour, qu'ils puissent gagner une Ligue des Champions. Hein. Tu vas encore au parc? Tu as encore des contacts avec... Oui, je vais souvent au parc de temps en temps, parce qu'ils ont créé une... C'est pas une association, mais pour les anciens joueurs. Donc, de temps en temps, on a des invitations pour aller voir des matchs. Et tu as encore des contacts avec les joueurs, je sais pas, qui étaient de ton époque, qui sont Papus Camara, qui est au PSG Si, Papus, parce que j'ai passé mon BF l'année dernière, donc j'ai fait une journée de truc au PSG, donc j'ai vu Papus. Si, j'ai pas mal de contacts. Il y a Peggy, il y a Fabrice Pancrate, il y a Sami Traoré, il y a Mamadou, il y a Jean-Hude, il y a qui d'autre? Alphonse, bon, il n'est pas à Paris, là, en Angleterre. Ouais. J'ai toujours des contacts avec les anciens. Au PSG, il y a un match où tu es rentré attaquant. Alors dans les précédents épisodes, Jérôme Alonso, que tu as connu au PSG, lui était attaquant et il parlait un peu du poste, il parlait un peu de quoi ce rôle d'attaquant lui avait servi une fois qu'il était gardien après. Toi, tu as ce rôle d'attaquant-là, tu as joué quelques minutes attaquant, mais est-ce que ça t'a permis, sur ce laps de temps-là, de comprendre peut-être un peu plus le poste et que ça te serve? Comment tu as vécu ces minutes-là où tu as été rentré attaquant du PSG? Comment t'expliquer? Avant d'être gardien de but, j'étais milieu de terrain, on va dire. Donc, j'avais déjà cette facilité avec les pieds. Donc, quand on m'a mis attaquant, en fait, il y a une blessure. Il y a, comment il s'appelle? Loris Arnaud je crois qu'il a les croisés. C'était contre la Guinée, je crois. Ouais, match amical contre la Guinée, ouais. Donc, le coach, il dit, bon, il regarde le banc, il touche. Tout le monde, non. Edel vient. Il dit, non, va juste, tu restes devant. Et j'ai failli faire une passe D parce que Peggy rate le but après. Bon, le poste d'attaquant, on sait, hein, c'est un poste difficile. Il faut avoir la compréhension, il faut analyser beaucoup de situations et surtout être... comment dire, très calme. Ça, j'ai vu ça chez Paoletta, à l'entraînement. C'était pas l'attaquant qui va prendre un ballon, il va te mettre un boulet, non. Contrôle, il place. Contrôle, il place. C'est le coéquipier qui t'a le plus impressionné à l'entraînement? À l'entraînement, oui. Lui, quand on faisait les face-à-face, je savais que c'est sûr que j'allais rentrer à la maison avec les larmes. Lui, c'était très fort, lui, Paoletta. C'était quoi? C'était le calme face au but? Il montrait rien quand la maturité, oui. Il cachait toujours ses frappes. Tu réduis l'angle, mais il trouve quand même le moyen de te marquer le but. Après cette carrière au PSG, en 2011, t'es pas prolongé.
tu pars à Tel Aviv et après tu joues en Inde. Dans ces championnats-là, est-ce qu'ils ont une approche différente du poste de gardien par rapport à la France? Toi, tu avais connu l'entraînement en France, le spécifique en France, la considération du gardien qu'on pouvait y avoir en France, où tu disais que tu étais facilement le bouc émissaire. Est-ce que dans ces pays-là, le gardien il est aussi facilement pointé du doigt? Est-ce qu'il est pris en compte plus facilement? Comment tu l'as vécu? En Inde, déjà, ils n'avaient pas d'école de gardien de but. Donc, les coachs des gardiens, c'est plus des entraîneurs qui viennent de l'extérieur. Donc, nous, en quelque sorte, on était là pour former les jeunes gardiens indiens, en fait. C'est pas pareil, c'est pas pareil. En Inde, c'est un jeune championnat qu'ils apprennent encore. C'est pas encore au niveau de la France, de toute façon. Oui, et justement, quand tu arrives en Inde et que c'est un jeune championnat qui cherche à se développer, tu arrives avec Bernard Mendy aussi que tu avais connu au PSG. Qu'est-ce qui te marque tout de suite en Inde sur, je sais pas, le niveau, il est beaucoup plus bas qu'en France, mais comment vous vous adaptez du coup? Est-ce que vous apportez votre expérience du football européen, de la Coupe d'Europe que tu avais pu jouer avec le PSG? Oui, en fait, c'était ça qu'ils voulaient, en fait. Nous, on arrive, on est en même temps joueur, mais en même temps coach. Tu conseilles, en même temps tu dois être performant. Par exemple, moi, en gardien de but, j'ai toujours pour placer mes défenseurs. Quand le ballon vient, il faut qu'il soit 3/4, des choses comme ça en fait. Parce que tactiquement, ils ont pas les bases. Peut-être maintenant, ça a changé. Mais à cette époque-là, oui, c'était un peu difficile. C'était difficile pour les Indiens. Mais du coup, toi, en tant que gardien, quand tu dois diriger une défense de joueurs qui ne savent pas se placer et tout, comment tu le... En fait, c'est pour ça que quand les gens disent souvent, oh, tu vas là-bas, c'est la retraite, machin. Oui, c'est peut-être la retraite, mais c'est encore plus difficile parce que tu as un défenseur qui ne sait pas se placer. Tu dois déjà corriger son placement et en même temps, assurer que toi, derrière, tu assures. C'était pas évident. Non. J'ai essayé d'apporter ma vision de choses et mon expérience aux Indiens. Bon. On te retrouve ici à Mantes, tu t'occupes des gardiens. Comment t'es arrivé ici à Mantes? En fait, j'ai investi il y a 7-8 ans, dont à la fin de ma carrière, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Continuer dans le foot ou arrêter alors? Donc, je suis revenu là, je me suis installé et j'ai pris contact avec le coach. Donc, il m'a dit, bon, viens. Mais comme je sortais d'une rupture du tendon d'Achille, je pensais que je pouvais encore jouer. Mais après, j'ai dit, bon, j'arrête. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Parce qu'au niveau amateur, c'est ce qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé. Ils ont 3 séances d'entraînement par semaine, ou 4, ça dépend. Le lundi, tu as un spécifique avec un coach. Le mardi, il n'est pas là. Le mercredi, il n'est pas là. Et le vendredi, il n'est pas là. Le samedi, tu vas jouer. Donc moi, ça m'a un peu interpellé. J'ai demandé au coach, il n'y a qu'une seule séance d'entraînement? Il m'a dit oui. Je dis pourquoi? Il me dit, mais c'est amateur. Moi, je ne comprenais pas. Je sortais du monde pro. Ouais. Je dis non. Ici, Edel, il n'y a pas de moyens, machin. Tu disais quand toi, tu es arrivé du monde professionnel, tu redescendais dans le monde amateur. C'est pas une claque, mais la différence, non, c'est une claque. Je peux te dire, c'est une claque. Au monde pro, on ne fait que ça. Amateur, non, tu as des joueurs qui ont des boulots. Donc, ce n'est pas forcément le foot la priorité. Les diplômes, ça avance bien? Oui, j'ai obtenu mon BF, donc je souhaite continuer pour passer mon diplôme d'entraîneur de but niveau 2 d'abord. Parce qu'avant d'avoir le pro, il faut passer le niveau 2, donc on va continuer. Tu vis par ta passion du foot maintenant par l'entraînement, ça te plaît? Qu'est-ce qui te plaît Je suis à fond dedans. Je suis passionné déjà. Moi, je suis un passionné des sports en général et du foot en particulier. Donc, c'est une seconde vie. Je m'épanouis. Si tu me vois à l'entraînement, je me transforme. Non, je suis très content de cette reconversion-là. Tu retiendras quoi de ta carrière de joueur du Cameroun à l'Inde en passant par le PSG? Oula, si je retiens quelque chose, c'est... Oula, pour retenir quelque chose, c'est ces petits-là qui avaient des rêves et qui a pu les réaliser. Parce que j'ai toujours rêvé, moi, jouer un jour dans un grand club et j'ai réalisé mon rêve, on va dire. Même si au début en Arménie, il y a eu c'était compliqué parce que c'était pas forcément le projet qui t'avait été présenté et tout, il n'y a pas de regret là-dessus?
Je dirais merci aux Arméniens, parce que si je ne serais pas passé par l'Arménie, je ne serais pas là. Donc, je devais passer par là pour arriver où je devais arriver. Et les polémiques sur cette période-là? Oh, tu sais, hein, il y a toujours des polémiques, mais la vérité, c'est laquelle? J'ai été naturalisé, je suis français, donc si c'est Sodo agent qui avait fait cette polémique-là, même si ça a entaché ma carrière, on va dire, entre guillemets. Parce que tu joues au PSG à un moment-là. Enfin, il y a eu des, oui, il y a eu des conséquences quand tu joues contre Saint-Etienne et qu'il y a une réserve après ces déclarations. Forcément, il y a des conséquences. Même si mentalement, tu es costaud, forcément, il y a des conséquences. Donc, parler même, c'est parce que tu me poses la question, mais tout ça, c'est du passé. Mais bon, c'est la vie. Hein. Merci, Apoula. Merci d'être revenu sur ta carrière. On va passer à la dernière partie, c'est le face-à-face. Une question, une réponse. D'accord. Ton plus bel arrêt? Contre Toulouse. À Toulouse, il y a... je ne sais plus comment il s'appelait le joueur de Toulouse. Numéro 10, c'est Machado ou non? Machado? Je crois, un coup franc où je vais la sortir. Le match où tu t'es senti le plus fort? On va dire contre Marseille, le 2-1. L'attaquant le plus difficile à affronter? Contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué? Les deux. Paoletta. Et contre qui t'as joué? Et Géo. Gagner la Ligue 1 ou la Coupe de France? La Ligue 1, bien sûr. Ce qui te fascine chez les gardiens de but? C'est d'être en même temps très calme, très lucide, mais aussi, comment on dit souvent, un peu foufou. Ce qui t'énerve chez un gardien? C'est celui qui baisse les bras. Ta carrière au PSG avec des hauts et des bas ou une carrière plus calme dans un plus petit club en Ligue 1? Non, PSG, je changerai jamais. Le geste que tu préfères? Une claquette, hein. L'exercice que tu détestais? Les face-à-face, à l'entraînement. Ton modèle? J'ai plusieurs modèles, hein. Au fur et à mesure de ma carrière, hein. J'ai EBD, qui a joué à Metz. Après, il y a eu Coupé, bien sûr. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien? Je dirais Paul Le Guen. Ne jamais jouer pour le Cameroun, ça reste un regret? Oui. Et le conseil que tu donnerais à Lapoula Edel, né à Yaoundé? Conseil, c'est de rester comme t'es, hein. Ne change pas. Merci d'avoir répondu. Je sais que tu es rare dans les médias. Merci d'avoir accepté de le faire pour ce podcast sur les gardiens de but. Merci d'avoir retracé ta carrière et ta vie. Merci à toi. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les 10 premiers invités de la saison 1. Et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure.